Les Pokémon Paradox sont une sous-catégorie de Pokémon introduite dans Pokémon Écarlate et Violet. Ils sont traités comme des cryptides, les seuls éléments donnés sur leur écologie provenant de sources douteuses comme le magazine Occulture, friand de rumeurs sur des Pokémon dont l'existence n'a pas été prouvée et qui attribue à certains spécimens qui auraient été aperçus des noms de créatures du livre Écarlate ou Violet selon la version. En les approchant, il faut donc partir du principe qu'ils ont été faits pour être noyés dans le mystère. Leurs descriptions de Dex ne veulent rien nous apprendre d'intéressant, les entrées d'Occulture sur eux disent des choses invraisemblables, et leurs noms sont ce qu'ils sont. En se contentant du minimum, on peut dire qu'ils ressemblent à des formes préhistoriques ou futuristes de Pokémon connus. L'IA du professeur nous explique comment ceux-ci sont apparus dans notre monde. Il s'agirait de Pokémon venus d'une autre ère, le passé lointain pour ceux d'Écarlate, le futur lointain pour ceux de Violet. La machine temporelle construite par le professeur et son IA serait responsable de leur venue, envoyant des Pokéballs à leur époque pour les capturer et les ramener dans le présent. L'énergie des cristaux dans la zone 0, cette même énergie qui permet la terracristallisation, peut altérer les fonctions des êtres vivants et optimiser les performances des machines. C'est grâce à cette dernière propriété que le professeur a pu créer des technologies à l'heure actuelle impossibles, comme une IA aussi développée et cette machine temporelle. Notez pour ceux du futur que j'ai vu des gens penser qu'ils étaient des automates de bout en bout. Toutefois, Touroum confirme qu'ils ont de l'ADN. On ne peut donc pas juste dire que ce sont des objets. Qu'ils aient été refaits par des humains ou qu'ils aient réussi à s'adapter d'eux-mêmes, il s'agit plutôt de cyborgs. Hélas, les Pokémon Paradox se sont avérés trop destructeurs à cause d'une énergie qui les anime. Pour ceux du passé, une énergie primaire venue de temps anciens, notion qui n'est pas nouvelle dans Pokémon puisque Ruby et Omega Saphir Alpha nous expliquent comment Groudon et Kyogre se battaient pour la possession d'une énergie primale de la nature qui débordait à leur époque. Pour ceux du futur, une énergie mystérieuse obtenue après toutes ces années d'évolution, celle-là même qu'on voit dans leur corps et qui a dû devenir nécessaire à leur survie dans un avenir distant qu'on n'a certainement pas envie de voir, ou dont ils ont dû être forcés de s'imprégner dans un monde en débordant. La présence de ces énergies et leur importance à leur fonctionnement normal se ressent dans le gameplay au travers de leurs talents, rendus facilement activables par l'objet intitulé Energy Booster. Paléosynthèse et charge quantique augmentent leur statistique la plus élevée sous l'ensoleillement pour l'un et le champ électrifié pour l'autre. Parmi tous les paradoxes, Koraidon et Miraidon ont un rôle moteur, leur talent leur permettant de bénéficier de paléosynthèse et charge quantique pour eux-mêmes, tout en activant les conditions permettant aux autres paradoxes d'en bénéficier, l'ensoleillement et le champ électrifié. Leurs attaques signatures font référence à leur appartenance à des époques données qui leur conféreraient leur pouvoir, tantôt en parlant d'explosion antique, tantôt d'électricité futuriste. Ce que ça implique, c'est que Koraidon et Miraidon sont des espèces qui arrivent à produire d'eux-mêmes ces énergies respectives, l'un avec son cœur, d'où le talent Pou Orichalque, l'autre avec son moteur, d'où le talent Moteur à Hadron. Tandis que les autres paradoxes sont seulement des êtres qui sont imprégnés, qui puisent dans cette énergie. Une chose est certaine, cette énergie n'est pas la même dans Écarlate et dans Violet, et encore moins celle de la terracristallisation. Les mots des professeurs ont été écrits de façon à être différents d'une version à une autre, pour spécifier la nature justement, spécifique de ces énergies au passé et au futur. Et elle n'a pas été gagnée en vertu de la machine temporelle par exemple. C'est quelque chose à garder en tête lorsque nous parlerons plus en détail de la machine temporelle. Peut-être nommée d'après les Animalia Paradoxa, taxon sous lequel Linné regroupait les animaux fabuleux, mythiques, surnaturels comme l'hydre, ils sont en fait aussi des paradoxes au sens temporel. En effet, si le professeur invoque les Pokémon Paradox, c'est qu'ils n'étaient pas là à son arrivée dans la zone 0. Pourtant, Bruyère raconte les avoir vus dans le livre qui a inspiré le professeur 200 ans auparavant. Comment ces Pokémon, issus du passé ou du futur, auraient-ils pu apparaître devant lui à une époque où il n'y avait pas de machine temporelle ? C'est quelque chose que Pepper mentionne également. Elle était peut-être fascinée par les Pokémon du passé qui y sont décrits, et ça lui a donné envie de les voir de ses propres yeux. Quoique, attends, c'est parce que ma mère a créé la machine temporelle que ces Pokémon du passé ont pu venir à notre époque, non ? Mais ce livre a été écrit bien avant la création de la machine temporelle. Donc c'est bizarre que ces Pokémon soient déjà mentionnés dedans, non ? Bah, c'est que de la fiction de toute façon. Mais ma mère y a cru dur comme fer, au point de faire de ces histoires une réalité. En attendant plus de réponses dans le DLC, une théorie s'est formée, partant de cette idée que ce ne serait que de la fiction. Et si cette énergie des cristaux n'optimisait pas les machines, mais était une énergie capable d'accomplir les rêves ? Et si cette machine temporelle était une machine à accomplir les rêves ? Les travaux de Bruyère ne seraient que fabulation. Mais avec sa machine à rêve,
le professeur aurait engendré les Pokémon Paradox dans le présent. Une idée qui gagne en crédit avec la page du Pokémon chimérique. Dans les livres Écarlate et Violet, il y a aussi un Pokémon entièrement inventé par un dessinateur, à l'imagination stimulée par les créatures vues dans la zone 0. Une fusion de Raikou, Entei et Suicune pour le livre Écarlate, une fusion de Cobaltium, Terrakium et Viridium pour le livre Violet. Or, des Pokémon Paradox qui ressemblent à tous ces Pokémon existent bel et bien. Cette théorie semble être un bon moyen d'expliquer l'incohérence. Bruyère aurait simplement inventé, en tout cas pour ce qui concerne les Pokémon Paradox, puis ils auraient été réalisés par le biais de la machine. Et le pouvoir du troisième légendaire, Terrapagos, ce serait le pouvoir d'accomplir les désirs. Il y a juste un tout petit problème. On voit Bruyère avoir raison sur tout le reste, il y a bel et bien des épices secrètes, il y a bel et bien un Pokémon disque, il y a bel et bien une plaque et un crop circle à tel endroit. En fait, il n'est jamais impliqué que Bruyère est un menteur. En finissant le jeu, on est censé comprendre qu'il avait raison, et c'est pareil dans le DLC. Et puis, si les Pokémon Paradox ont été engendrés de telle sorte, pourquoi tous les autres, on les aurait littéralement eux, alors que pour le Pokémon chimérique, on aurait des Pokémon ressemblant à ses inspirations, plutôt que littéralement eux, ces fusions réalisées. Enfin, l'éléphant dans la pièce, le DLC est sorti et Terrapagos, il ne démontre pas avoir le pouvoir de réaliser les rêves. Son pouvoir s'arrête à la maîtrise des types. L'énergie des cristaux est toujours comprise comme quelque chose qui augmente les facultés des Pokémon et des machines, pas comme quelque chose qui peut réaliser la fiction. Il nous faut donc comprendre les Pokémon Paradox autrement que selon le prisme de cette théorie, qui a été faite en présupposant que le DLC révélerait des pouvoirs de Terrapagos qu'en fait Terrapagos n'a pas, et que Bruyère serait un menteur, alors qu'on nous introduit le personnage de Bria, sa descendante, qui a un manuscrit avec plus de détails, eux aussi tout à fait justes. Ah oui, et avant qu'on me le dise, ce Pokémon, Fungus Fury, ne peut pas être utilisé comme argument. Certains pensent que Fungus Fury est un argument valable pour la théorie du rêve parce que ça n'a aucun sens de considérer qu'un Pokémon ressemblant à une Pokéball existait à l'âge préhistorique. A priori, ça semble tenir debout, toutefois il n'est jamais confirmé que la ressemblance de Golett et Trompignon à des Pokéballs est due à un avantage sélectif. Le Pokédex insiste toujours sur le caractère mystérieux et mal compris de cette ressemblance. D'ailleurs, le Pokédex de Pokémon Écarlate, le jeu qui introduit Fungus Fury, introduit une explication possible pour remédier à ce problème. Une théorie dit que l'inventeur de la Pokéball se serait inspiré des Trompignons, qu'il aimait beaucoup. Elle n'a cependant pas été confirmée. Vers une explication alternative. Plutôt que de renverser l'explication par le voyage dans le temps en dévoilant une explication par le rêve, le DLC approfondit l'explication par le voyage dans le temps. Il s'avère que Terrapagos peut tordre l'espace-temps. Est-ce si surprenant quand on sait que Necrozma et Eternatus avant lui le faisaient aussi? On en a la confirmation parce qu'on le voit le faire directement en face de nous, et nous ramener le professeur en face de nous. Quelque chose de semblable est arrivé à Bruyère, et c'est aussi impliqué qu'il a été téléporté dans les profondeurs de la zone 0 où il a vu Terrapagos. Et pardonnez-moi, mais je vais en profiter pour m'attarder sur 2-3 détails qui n'ont pas vraiment de lien avec les Pokémon Paradox. Terrapagos est une fois de plus un Pokémon qui est clairement venu de l'espace. En plus de son motif autour des étoiles, on le trouve dans le grand cratère de Paldea. J'ai également le sentiment que le lac cristal de Septentria a été formé par un bout du même météore, d'où l'énergie Terracrystal qui remonte de la Terre. Roseille dit avoir voyagé avec Bria dans plusieurs régions pour l'aider dans ses recherches. Donc il se pourrait que d'autres parties du même météore soient tombées dans d'autres régions. Il se pourrait même que sous Septentria et sous d'autres régions, il n'y ait pas juste des cristaux issus de Terrapagos, mais même qu'il y ait ou y ait eu d'autres Terrapagos. Après tout, il y en a des mâles et des femelles, impliquant qu'il peut se reproduire, et la description de Pokédex de sa forme de base dans Pokémon Violet explique qu'on croyait qu'il s'agissait d'une espèce éteinte. Si les cristaux de Terrapagos ne sont présentés comme utiles pour optimiser les machines, il est probable, vu qu'on le voit affecter l'espace-temps, que le professeur se soit servi d'eux pour cette fonction. Ce qui nous est révélé dans une séquence au lac Cristal après la fin de l'histoire principale du DLC, c'est que la machine temporelle ne prélève pas exactement des Pokémon du passé et du futur. C'est plutôt une machine qui prélève des Pokémon d'autres timelines. C'est quelque chose de plutôt inédit dans Pokémon, car jusque-là, on a surtout vu des boucles temporelles au sein d'un même univers, ou des univers alternatifs. Quoique, même si c'est ambigu à l'heure actuelle, il se pourrait que les univers alternatifs soient considérés comme différentes timelines. Le monde de soleil auquel on accède par lune serait-il considéré par le professeur comme une autre timeline? Le monde d'Anglo-Tyran, avec un Alola dévasté,
Est-il une autre timeline? Les mondes où les méchants ont gagné de la Team Rainbow Rocket sont-ils d'autres timelines? On est tenté de dire oui. L'intérêt du professeur pour le passé ou le futur pourrait colorer son interprétation des faits. En tout cas, que le concept décrive la même chose que les univers parallèles ou non, Terrapagos a vraiment l'air de jouer avec l'espace-temps au point de faire franchir des choses d'une timeline à une autre. La version du professeur à laquelle on parle n'est pas celle de notre timeline. Il est vrai, on trouve un document où le professeur déclare avoir été transporté et avoir reçu un volume blanc de la part d'un enfant. Mais ne vous laissez pas être trompé. Ce sont des événements similaires qui lui sont arrivés, mais pas les mêmes. Le professeur auquel on parle à Septentria dit que cette rencontre pourrait même ne pas avoir lieu dans sa propre timeline. Il est le premier à suggérer l'idée. Et on peut trouver suspect le fait que, dans ses notes, le professeur de notre monde dit avoir reçu un livre, mais pas en avoir donné un. Ce que fait celui qu'on voit à Septentria. Ce détail gagne en importance quand on sait que cette copie est par la suite laissée à Pepper et utilisée pour désactiver la machine temporelle. Or, le professeur qui est à Septentria nous donne sa copie, ce qui signifie qu'il n'a pas pu la garder lorsqu'il est revenu chez lui. Ainsi, le Pepper de sa timeline n'a jamais pu recevoir cette copie et elle n'a pas pu être utilisée dans le futur pour désactiver la machine temporelle. Mais ces chronologies continuent de diverger. En recevant le volume blanc de notre part, le professeur qu'on voit à Septentria, à qui on vient de rappeler que son fils doit être seul sans son parent, dit qu'il devrait peut-être en profiter pour revenir à la maison et le lire. Ce détail est là pour impliquer que dans sa timeline, le professeur revient et ne laisse pas Pepper tout seul. Peut-être même qu'ils vivront en famille et que ce sera la fin du projet de machine temporelle. Le professeur de notre monde, qui a continué sur le projet, aurait quant à lui reçu le volume d'une version du joueur d'une autre timeline. Notez que j'ai vu des gens dire que ce détail ne suffisait pas à confirmer que le professeur qu'on rencontrait à Septentria n'était pas le nôtre, alors que son dialogue le suggère carrément. Ils se défendent en disant que le professeur avait forcément plusieurs copies de ce livre et que ça ne veut rien dire. Mais au contraire, le jeu ne fait que rappeler l'importance de cette unique copie, simplement appelée ma copie par le professeur et pas l'une de mes copies, que l'IA désigne comme chère à ses yeux, avec laquelle l'IA prend le soin de partir pour que la machine ne soit jamais réactivée, et qui est la même copie que Pepper doit amener dans la zone 0. Alors, si ce professeur n'est pas le même, on peut remettre en doute son explication. Si ça se trouve, celui de notre monde a créé une machine qui fait voyager des Pokémon dans le temps, et celui-là voulait faire une machine qui les faisait voyager au travers de différentes timelines. Mais en fait, et c'est le moment d'écraser les dernières suspicions, un détail que tout le monde a ignoré jusque-là, c'est que la version japonaise du texte de l'IA dans le jeu de base va aussi dans le sens de l'explication par les autres timelines. Je remercie Nobunoka pour avoir vérifié les soupçons que j'avais avec ma traduction approximative et offert une traduction plus pointue du texte japonais. Dans les versions occidentales, le texte de l'ascenseur nous parle du fonctionnement de la machine temporelle. Mais en japonais, après nous avoir dit dans les différentes stations qu'il s'agissait d'une machine qui faisait venir des Pokémon anciens ou futuristes à notre époque, la scène de l'ascenseur fonctionne comme un moment de clarification et de précision sur son fonctionnement. Il nous est alors révélé que ces Pokémon viennent d'autres timelines, d'autres axes temporels. Plutôt que de parler de Pokémon pris à un autre point de la timeline qui serait envoyé à notre époque, le texte original parle de Pokémon pris dans d'autres timelines avant d'être envoyés à notre époque. Merci à la localisation du jeu pour avoir occulté ce détail qui change tout. De tels détails devaient importer peu au professeur original, qui voulait surtout voir le livre écarlate ou violet réalisé. Ce qui importait, c'était de voir des Pokémon préhistoriques ou futuristes, des dinos ou des robots. Cela expliquerait aussi pourquoi on n'a pas de fossiles de ceux du passé par exemple. Occulture venant préciser qu'aucun fossile de Pyrax n'a été découvert jusque-là. S'ils viennent de différentes timelines, ils n'ont même pas à venir de leur passé et de leur futur. Cela pourrait être simplement qu'ils viennent de présents de timeline où l'évolution des Pokémon a été différente, par exemple dans des conditions environnementales très différentes. En tout cas, ils ont dû vivre dans des climats très différents du nôtre, justifiant leur talent, un peu comme les ultra chimères provenant de milieux tout à fait étranges. Cela permet en tout cas d'expliquer Serpento, Irfoudre et Feu Perçant, qui restaient jusque-là tout à fait incompréhensibles. Raikou, Entei et Suicune étant des Pokémon qui ont reçu leur pouvoir de Ho-Oh en hommage à la foudre, l'incendie et la pluie de la tour cendrée, il n'est pas impossible mais il est improbable que leurs apparences aient été les mêmes avant leur résurrection. Ainsi, il paraît tout aussi improbable d'imaginer qu'ils aient eu de tels ancêtres. En revanche, si c'étaient des Pokémon semblables à des dinosaures dans une autre timeline, qui seraient morts dans des circonstances similaires avant d'être ressuscités par le Ho-Oh de leur timeline,
Sans doute aurait-il eu de telles apparences. Que faire des incohérences? Bon, c'est très bien tout ça, mais ça n'explique pas pourquoi ils existeraient, alors que ce qu'on voit dans le livre, c'est un Pokémon imaginé. À la limite, que Bruyère voit Fort Ivoire et que Fort Ivoire existe, ça ne pose pas de problème. Mais qu'un Pokémon soit inventé et qu'il existe, c'est déjà plus compliqué. Et puis, ça n'explique toujours pas le paradoxe temporel qu'on a sous la main. Une chose à la fois. Si on sait que ces Pokémon ont effectivement voyagé dans le temps et qu'on voit des incohérences, ce qu'il nous faut faire, ce n'est pas retomber sur la théorie du rêve, mais trouver comment expliquer avec le voyage dans le temps les incohérences qu'on voit. Finalement, si Terrapagos peut téléporter ici et là, est-ce si dérangeant que ça que Bruyère ait vu les paradoxes 200 ans avant notre ère? On trouve un Pokémon paradoxe dans les profondeurs les plus basses de la zone 0 alors qu'il n'a rien à faire là, très loin de la machine. Mais nous sommes en plein Paris, mais c'est où ça en fait? Je comprends pas. L'ascenseur étant le seul moyen qu'on connaît d'accéder à cette partie de la zone 0. N'aurait-il pas été téléporté là par Terrapagos? Les Pokémon qu'a vu Bruyère ne seraient-ils pas des spécimens invoqués à notre ère, téléportés par Terrapagos 200 ans plus tôt? Ou encore plus tôt même, puisqu'il y a bien une raison pour laquelle la zone 0 est restée une terre inconnue, où personne ne pouvait revenir pendant des milliers d'années. On peut alors imaginer qu'ils auraient été téléportés de la même manière, avant que le professeur n'arrive, pour qu'il ne soit pas là à son arrivée dans la zone 0. En fait, je suspecte même que les Pokémon qu'a vu Bruyère ne soient même pas les mêmes espèces que celles qu'on rencontre, vu le langage ambigu qui est utilisé à leur sujet dans le Pokédex. Petit florilège d'exemples. Il est possible que ce Pokémon soit la créature évoquée sous le nom de Fungus Fury dans un certain livre. Il ressemble vaguement à un Pokémon mi-dinosaure mi-champignon évoqué dans une revue douteuse. Ce Pokémon pourrait être l'entité évoquée dans un livre ancien sous le nom de Tête de Fer. Sa forme est similaire à celle d'un robot créé par une civilisation antique d'après un article d'une revue consacrée aux phénomènes paranormaux. Son apparence partage des similarités avec celle qu'auront les tyrannosaures dans 1 milliard d'années selon une revue douteuse. Ou encore pour Flottmèche, il présente des similitudes avec un fantôme de ptérosaure évoqué dans une revue sur les phénomènes paranormaux, mais, précise le Pokédex en anglais, hormis ces similitudes, les deux ont peu de choses en commun. Les noms de Serpenteau et Roc de Fer viendraient d'ailleurs de créatures des livres Écarlate et Violet, selon le Pokédex, alors qu'ils n'ont clairement pas été vus par l'équipe de Bruyère. Ou alors, s'ils ont été vus, c'est que le Pokémon chimérique est simplement un dessin fait à partir de la fusion de ces spécimens, ce qui les rend plus faciles à expliquer, mais ce dont je doute. On a au moins avec ces Pokémon-là des exemples de noms récupérés à des créatures qui ne peuvent pas être les mêmes. Certaines de ces hypothèses requièrent une raison, que ce soit des spécimens ressemblant à certains Pokémon précis qui soient sélectionnés à chaque fois. Et ça me semble tout à fait possible qu'on trouve une telle raison, en tentant d'expliquer le Pokémon chimérique. Il y a une autre page dont j'ai évité de parler jusque-là dans les livres Écarlate et Violet, celle qui montre le fidèle partenaire de Bruyère, Motorizard. Les partisans de la théorie du rêve, et j'avoue que je trouvais l'idée très séduisante, l'utilisaient pour expliquer pourquoi Coraidon et Miraidon étaient spéciaux parmi les Pokémon paradoxes. Ce serait à cause de l'attache qu'avait Bruyère pour Motorizard, et l'importance particulière donnée à la créature de la zone 0 qui lui ressemblerait, qu'on trouve carrément sur la couverture du livre. Et c'est vrai que c'est bizarre, je veux dire, cette page est clairement là pour nous dire quelque chose. Je pense aussi que c'est tout à fait exprès qu'on nous montre le Motorizard qui accompagnait Bruyère pour nous faire douter de la véracité du livre. Il était accompagné par un Motorizard, et comme par hasard, l'un des Pokémon paradoxes est un ancêtre ou un descendant de Motorizard. Et comme par hasard, ce paradoxe est le plus fort d'entre eux. Je pense que c'est tout à fait normal de penser à la théorie du rêve en voyant cette page, ou de se dire au moins qu'il se passe quelque chose de louche. Alors, voici l'alternative. Elle a une implication qui ne me plaît pas, qu'on retrouve dans la théorie du rêve, et qui est que Terrapagos, ces cristaux étant utilisés dans une machine, pourraient influencer son fonctionnement, ce qui n'est jamais impliqué. Mais si on accepte cette implication, mon idée pour justifier ces bizarreries sur le Pokémon chimérique, sur Coraidon et Miraidon, est que Terrapagos sonderait les esprits et agirait en fonction de ce qu'il y voit, jusqu'à diriger la machine temporelle vers certains Pokémon en particulier. À Septentria, en s'interrogeant sur pourquoi il ou elle a été ramené ici, le professeur nous dit que ça pourrait être lié à Terrapagos, ou à quelque chose entre nous et lui. Peut-être le ramène-t-il justement parce que nous avons rencontré Pepper et que nous sommes en quelque sorte connectés par une histoire commune. De la même manière, peut-être que les Pokémon qui vont être tirés d'autres timelines, par cette machine qui fonctionne automatiquement, sont sélectionnés par l'influence de Terrapagos, de sorte à correspondre aux Pokémon présents dans les livres.
Il s'inspirerait pour que la machine cherche dans d'autres timelines des Pokémon particuliers. Coraidon et Miraidon seraient alors sortis spécialement de mondes où Motorizard aurait des formes particulièrement puissantes. Cela produit une théorie un peu hybride, qui comporte des éléments de théorie du rêve, sans impliquer un pouvoir aussi grand que la faculté à créer entièrement une forme de vie à partir de rien, ce qui reste jusque-là le privilège d'Arceus, et serait un peu bête à juste donner à un autre Pokémon comme ça avec si peu de preuves. Si on pousse l'idée plus loin, il est aussi possible qu'en plus de lire les esprits, il les influence, puisque les descriptions de Pokédex des Pokémon Paradox dans la version opposée à celle dans laquelle on les trouve impliquent qu'ils ne sont pas dans le livre de ce monde-là, mais sont recensés dans Occulture. Mais bon, ce serait quand même très gros que Terrapagos ait influencé des esprits en dehors de la zone 0 pour leur faire penser à des Pokémon d'autres timelines, et ça pourrait aussi être juste une coïncidence marrante, ou une manière d'insister sur l'ambiguïté, la bizarrerie, en montrant qu'Occulture parle de Pokémon réels, mais qu'en fait le magazine parle aussi de Pokémon qui n'existent pas, mais qui en fait existent dans la version opposée. Finalement, même si le jeu dit très directement qu'il y a voyage dans le temps, je comprends que certains aient encore des doutes. Cette théorie du rêve, elle est clairement insinuée par le jeu. Ce qu'on essaye de nous dire sur Motorizard est flou, le professeur dit que ce livre suscite l'imagination, il le répète même, on nous dit que des possibilités de recherche dont il rêvait s'ouvraient, Pepper dit que c'est que de la fiction et que son parent a su en faire une réalité. D'un autre côté, on ne peut pas juste croire que la machine ou que Terrapagos peut juste créer des êtres comme ça sans preuve. L'hypothèse du rêve reposait sur l'idée qu'il y aurait certaines révélations qui n'ont pas été faites. Mais ces cristaux sont toujours présentés comme étant seulement une source d'énergie. Terrapagos n'est pas un Pokémon qui accomplit les désirs, peut-être peut-il les lire à la limite, mais ses pouvoirs ont plutôt à voir avec la maîtrise des types et l'altération de l'espace-temps. Tout ça n'a rien de surprenant, Terrapagos ayant l'air inspiré de la tortue du conte d'Urashima Taro, où le protagoniste voyage dans le temps sans s'en rendre compte. S'il y a clairement du voyage dans le temps, l'histoire est faite pour être mystérieuse et les éléments les plus bizarres ont été placés là sciemment. Tout ça va aussi avec le thème que le passé et le futur lointain sont forcément fantasmés. Ils n'existent pas en tant que tels, de la même manière que les rayons infrarouges et ultraviolets qui ont donné leur nom au jeu demeurent invisibles. Fantasmés, donc imaginaires, fantasmés au sens où ils sont l'objet d'un fantasme, comme celui du professeur. Tout ça est là pour insister sur le fait qu'un impossible a été réalisé, en gardant l'aura fabuleuse qui demeure autour des livres écarlates et violets, considérés dans toute la région comme des ramassis de calomnies, que Pepper n'arrive même pas à considérer comme autre chose que de la fiction après avoir vu la zone 0 en vrai. Tout ça contribue enfin à faire des Pokémon Paradox de vrais cryptides, des Pokémon qui ne devraient pas exister, dont on n'est pas sûr qu'ils existent et dont on parle avec incertitude, leur existence relevant plus de la légende urbaine que de la vérité, mais qu'on finit quand même par croiser grâce aux prouesses technologiques du professeur. Les Pokémon Paradox ont été ramenés d'autres timelines. L'explication est crédible, elle tient la route, mais les détails de l'histoire restent flous. La vérité sur ces Pokémon, nous ne la saurons jamais.